et si elles ont été énoncées clairement. Il revient certes au juge d'interpréter la loi. Il importe cependant, notamment dans certaines matières qui, comme le droit électoral et le droit pénal, cristallisent l'attention des populations sur la justice lorsqu'elles impliquent des questions ou des personnalités politiques, que la loi soit suffisamment claire, tout au moins dans son esprit. Il faut pour cela plutôt avoir une approche systémique et éviter les modifications partielles, voire parcellaires, qui n'ont d'autre effet que de rendre nos textes nébuleux, voire contradictoires. Ces points soulevés constituent un des volets sur lesquels la doctrine est plutôt attendue. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est avec un immense honneur que je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la tête de cette noble institution. Votre accession à cette haute fonction témoigne non seulement de la confiance placée en vous par vos pairs, mais également de votre engagement indéfectible à notre République et à ses institutions démocratiques. La mission qui vous attend est exigeante et cruciale pour le renforcement de l'état de droit, l'équilibre des pouvoirs et la représentation des aspirations du peuple sénégalais. Je suis convaincu que votre leadership éclairé permettra à l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle dans le respect des principes républicains. Monsieur le Premier ministre, c'est avec une grande considération que je tiens à vous adresser, au nom de toute la compagnie judiciaire, mes chaleureuses félicitations pour votre nomination à la tête du gouvernement. Votre accession à cette haute fonction témoigne de la confiance de Monsieur le Président de la République à votre endroit et de l'espoir que la nation toute entière place en vos compétences, votre expérience et votre engagement au service de la République. Je suis convaincu que vos qualités de leader, votre vision et votre dévouement contribueront à relever les défis de notre époque et à promouvoir le développement, la justice, le progrès social et l'équité pour le bien-être de tous nos concitoyens. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Chers collègues, votre nomination à la tête du ministère de la Justice était un sursaut nécessaire dont l'institution judiciaire avait besoin pour reprendre ses marques. Votre connaissance de l'administration judiciaire et vos compétences professionnelles ont certainement justifié le choix porté sur votre personne. Nous nous en félicitons et vous assurons de nos prières et de notre soutien dans l'exercice de vos fonctions. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, je voudrais vous féliciter pour votre nomination à cette prestigieuse fonction. Vous êtes un juriste chevronné, d'une grande générosité intellectuelle, un magistrat rigoureux, loyal, intègre et respecté. Vos qualités seront un atout pour l'exercice des responsabilités éminentes qui vous sont confiées. Nous prions Dieu qu'il vous assiste dans cette noble mission. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Monsieur le Président de la Cour suprême du Bénin, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême du Bénin, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les recteurs, doyens et professeurs d'université, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, chers invités en vos rangs, grades et qualités. Pour la première audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux qu'il nous fait l'honneur de présider, perpétuant ainsi une tradition, Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature,
nous a invités à réfléchir sur un thème qui nous interpelle par son acuité et son actualité. Droit de grève et préservation de l'ordre public. Ce choix nous laisse entrevoir l'intérêt qu'il porte à la protection des droits fondamentaux. Mon collègue, le juge Latir-Niang, conseiller délégué à la Cour suprême, en a largement fait le tour et je suis tenté, après l'avoir félicité pour la qualité de son travail, de dire, à l'instar du poète, que, je cite, « Tout a été dit et l'on vient trop tard ». Fin de citation. Aussi vais-je aborder cette question aussi essentielle que complexe, en contenant spatialement et historiquement mon analyse au Sénégal. La grève, cessation collective et concertée du travail, en vue d'appuyer des revendications professionnelles, est un droit à valeur constitutionnelle reconnu par l'article 25 de notre Constitution, cité à plusieurs reprises. Acquis des luttes ouvrières suite à l'abolition de l'esclavage, le droit de grève au Sénégal a d'abord été porté par les cheminots et les enseignants qui ont entamé des mouvements sociaux dits de grève générale entre 1945 et 1948 en s'appropriant le bénéfice des droits syndicaux résiduels accordés aux travailleurs des 4 communes autour des années 1920. Cependant, le droit de grève a été immédiatement encadré. D'abord, pour éviter des révoltes dans les colonies de l'AEF, puis aux indépendances, pour préserver l'ordre public et garantir la continuité des services publics. Érigé en droit humain fondamental, le droit de grève se heurte à une limite naturelle, la préservation de la tranquillité, de la dignité de la personne humaine, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Dans sa décision numéro 2C 2013, du 18 juillet 2013, le Conseil constitutionnel, répondant à une exception d'inconstitutionnalité soulevée contre l'article 8 de la loi relative au statut des douanes, rappelait en effet que le droit de grève ne pouvait avoir une portée absolue. Il a, je cite, des limites résultant de la nécessaire conciliation entre la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la préservation de l'intérêt général auquel la grève peut porter atteinte. Que sa garantie constitutionnelle n'empêche pas de soumettre des restrictions légales à l'exercice de ce droit. Fin de citation. Un rappel succinct des éléments constitutifs du droit de grève permet de relever qu'il doit nécessairement s'accommoder de la préservation de l'ordre public. Ce droit procède en effet de 13 éléments, dont le premier est la cessation du travail, qui peut être un droit individuel reconnu aux travailleurs ou un droit collectif des travailleurs. Dans les deux cas, un travailleur participant à une grève ne pourra bénéficier de la protection de la loi que si le mouvement est déclenché dans le respect de la réglementation. Sur ce point, le tribunal du travail hors classe de Dakar, dans un jugement numéro 319-2021 du 31 mars 2021, a estimé à bon droit que le licenciement de travailleurs faisant suite à une grève non autorisée est légitime. Le second élément tient au fait que la cessation d'activité doit être accompagnée ou précédée de la présentation à l'employeur de revendications ayant un caractère professionnel. Cela écarte donc les menaces, les revendications fantaisistes et impose au travailleur exerçant son droit de grève de ne porter que des réclamations visant à obtenir l'application d'un droit ou son respect. Cela suppose aussi que le fonctionnaire qui exerce son droit relève d'un statut qui reconnaisse l'exercice de ce droit. La Cour suprême, dans sa décision numéro 61 du 12 décembre 2013, a ainsi rejeté le recours en annulation d'une sanction disciplinaire inscrite dans le dossier d'un fonctionnaire en se fondant sur le fait que son statut lui interdit
la participation à une réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale. Le troisième élément constitutif du droit de grève est la préservation de l'administration ou de l'unité de production. En effet, la grève ne doit pas entraîner une désorganisation. Dès lors, le traitement des revendications portées par les travailleurs ne doit pas avoir pour seul objet de paralyser totalement l'administration ou l'entreprise. Cela justifie l'interdiction par l'article L274 du Code du travail du lock-out, qui est une action de l'employeur consistant, en cas de grève, à fermer temporairement les locaux de l'entreprise ou à en interdire tout accès. L'exercice du droit de grève est donc l'objet d'une conciliation nécessaire entre les droits de la communauté et ceux des employeurs et des travailleurs. Ainsi, lorsque le mouvement de grève a un impact considérable sur l'ordre public, ce qui est le cas lorsqu'il entraîne une paralysie totale ou quasi totale d'un secteur d'activité, il est de nature à justifier des mesures visant à l'encadrer pour préserver les services considérés comme essentiels. À cet effet, le droit de grève est strictement interdit à certaines professions. Il s'agit essentiellement des services d'hygiène, des forces armées, de la police, des douanes, de la magistrature, des eaux et forêts, entre autres. Dans sa décision numéro 2C 2013 du 18 juillet 2013, le Conseil constitutionnel a en effet considéré que, je cite, « Le personnel des douanes, corps paramilitaire, assure une mission de service public qui ne peut s'accompagner d'interruptions volontaires de nature à mettre en péril le fonctionnement de l'État. Que l'intérêt général est donc à même de justifier l'interdiction par les législateurs du droit de grève et du droit syndical au personnel des douanes. » Fin de citation. La limitation du droit de grève pour cette catégorie de personnel se justifie par l'impératif de maintenir un ordre public économique. De même, dans la décision numéro 2C 2017 du 9 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que l'interdiction aux magistrats d'exercer le droit de grève vise à garantir le respect de l'obligation de neutralité et d'impartialité du magistrat et n'est donc pas contraire à la Constitution. Pour ces agents de l'État, le respect de la dignité et des droits des personnes détenues ou faisant l'objet de poursuites suffit également à admettre une limitation du droit de grève. Par ailleurs, pour les travailleurs à qui le droit de grève est reconnu, l'autorité peut prendre des mesures pour assurer la continuité du service public. En conséquence, un service minimum de nature à garantir que la vie, la santé et la sécurité personnelle de la population soient protégées comme il convient, leur est exigé. Cela consiste à définir les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre de plans adaptés. À défaut ou en plus d'un service minimum, l'importance particulière d'une branche d'activité et l'exercice de menaces certaines ou même éventuelles sur l'ordre public peuvent justifier la prise de mesures de réquisition. Cette option doit cependant être imposée par l'urgence et proportionnée aux nécessités de l'ordre public. En effet, la réquisition ne doit pas être générale. Pour éviter que l'administration abuse de cette mesure au point de remettre en cause le droit constitutionnel de grève, le juge doit veiller à ce que la réquisition ne soit pas excessive. C'est à cet effet que la Cour suprême, dans l'arrêt numéro 38 du 23 mai 2023, a annulé les arrêtés des gouverneurs des régions de Louga, Thiès, Kaolack, Ziguinchor et des préfets des départements de Dakar, Saint-Louis et Guédiawaye portant réquisition des agents
qui n'occupent pas des postes, emplois ou fonctions visés par les textes sur les réquisitions. L'impératif de préserver l'ordre public justifie également les sanctions prévues à l'article L279 du Code du travail, notamment l'amende, l'emprisonnement et le licenciement contre le travail requis n'ayant pas déféré à cette réquisition. Il faut enfin souligner que ces mesures prévues dans la législation sénégalaise s'accordent avec les dispositions de l'Organisation internationale du travail, OIT. En effet, la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT considère que le droit de grève doit être essentiellement régi par les législations et les réglementations nationales et que ces restrictions requièrent une justification spéciale qui doit être interprétée de manière limitative. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, pour conclure, nous soulignons avec le juriste et philosophe René Suppiot que, je cite, « Le droit de grève est une conquête démocratique, mais il ne peut ignorer les exigences des solidarités collectives qu'il entend défendre. » Fin de citation. C'est ce que réitérait le rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, M. René Cassin, en affirmant que, je cite, « L'exercice du droit de grève, comme toute liberté, doit être subordonné à l'ordre public et au bien commun. » Fin de citation. Le défi de la préservation de cet équilibre réside donc, pour le législateur, dans la faculté d'assurer dans les textes la conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice de ce droit garanti par la Constitution. Et pour le pouvoir judiciaire, celle de surveiller la mise en œuvre de cette conciliation à travers une interprétation quotidienne et un contrôle de la proportionnalité des mesures. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, comme il est de tradition, j'adresse au seuil de Nouvel An mes vœux de santé, de bonheur, de réussite et de paix à vous et à toute la nation sénégalaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême du Bénin, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome, Monsieur le Président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les anciens chefs de la juridiction suprême, Mesdames et Messieurs les recteurs, doyens et professeurs d'université, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monsieur le dauphin du bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats, Madame, Messieurs les présidents des ordres professionnels, Mesdames, Messieurs les administrateurs des greffes et greffiers, Mesdames, Messieurs les autorités administratives et territoriales, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, honorables invités. Je me réjouis d'être avec vous ce matin
pour la cérémonie solennelle de rentrée des cours et tribunaux, qui constitue un moment important de la vie de nos institutions. Ce rendez-vous républicain offre toujours l'occasion au pouvoir exécutif et judiciaire d'échanger sur des thématiques qui sont au cœur des préoccupations de la cité. Il ouvre un espace de réflexion où se rejoignent la volonté politique et l'expertise des acteurs du monde judiciaire pour consolider l'état de droit et garantir le respect des libertés fondamentales. Mesdames et Messieurs, l'année 2024 a été marquée par le rappel à Dieu de Messieurs Ndongo Fall, Elimanel Dieng, Joseph Ndour, Mamgour Diouf et Modou Seck et Mademba Sok. Je m'incline devant la mémoire de ces illustres disparus qui ont marqué le monde judiciaire et syndical. Je remercie Monsieur le Premier Président et le Procureur général près la Cour suprême, ainsi que Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, pour les félicitations et vœux formulés à mon endroit. J'aimerais à mon tour vous adresser mes félicitations et mes encouragements pour vos nominations respectives à la tête de la juridiction suprême qui consacre le couronnement d'un riche parcours au service de la justice sénégalaise. Mesdames et Messieurs, chers invités, en cette audience solennelle qui marque la rentrée des cours et tribunaux, je voudrais rappeler l'importance de la justice dans la consolidation des principes fondamentaux de notre République. Elle est le régulateur des relations entre les différents pouvoirs et les institutions, la gardienne des libertés individuelles et collectives, le bouclier qui protège chaque citoyen de l'arbitraire. Sous ce rapport, les justiciables doivent sentir que la justice est un rempart contre l'arbitraire et non un instrument d'arbitraire. C'est pourquoi l'une des premières décisions de mon mandat a été de convoquer les assises de la justice autour du thème « La réforme et la modernisation de la justice ». Ce dialogue national que j'ai voulu inclusif et participatif a permis à des représentants de tous les secteurs socio-professionnels, organisés en commission, de dresser un diagnostic approfondi et précis sur la justice afin de la débarrasser de ses maux. Ces commissions ont formulé par la suite des recommandations dont la mise en œuvre permettra d'humaniser le visage de la justice, de rendre plus performant le service public de la justice. D'ores et déjà, j'ai mis en place le comité de rédaction des recommandations consensuelles issues des assises de la justice. Ce comité a pour mission de matérialiser les réformes nécessaires afin, entre autres, que les exigences de l'état de droit soient mieux prises en charge par les acteurs du monde de la justice. En effet, il faut rapprocher la justice du peuple au nom duquel elle est rendue. Le monde judiciaire a des défis immenses à relever et doit s'ouvrir au questionnement, à la remise en cause, au changement et à la modernisation. Il doit nécessairement s'ouvrir à l'instar de tous les corps de la République, au monde extérieur, car l'exigence d'un contrat social repensé nous interpelle tous. Un système clôturé à lui-même ne permet pas de faire peuple. Gardons-nous tous de la tentation de l'entre-soi et du repli. Monsieur le Premier Président, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos contributions. Les conclusions des assises de la justice permettront de répondre aux problématiques les plus urgentes. Le thème qui nous réunit aujourd'hui porte sur le droit de grève et la préservation de l'ordre public. Il constitue une invite aux acteurs judiciaires à réfléchir sur l'équilibre délicat mais essentiel
entre le respect des droits et le bon ordre communautaire. M. Latirignan, conseiller délégué à la Cour suprême, que je félicite, vient de poser avec beaucoup de pertinence les termes de cette réflexion. Le droit de grève, composante essentielle de la liberté syndicale, est fondamental parce que consacré tant au plan national qu'au niveau international. Il est garanti par la Constitution et réaffirmé par les normes internationales telles que les conventions de l'Organisation internationale du travail. Il s'agit essentiellement de la Convention numéro 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948, ainsi que de la Convention numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective de 1949. Le droit de grève est ainsi reconnu par notre Constitution en son article 25, qui précise cependant qu'il doit s'exercer, je cite, dans le cadre des lois qui le régissent. Fin de citation. Ce droit peut être présenté comme l'expression la plus aboutie de notre engagement pour les droits fondamentaux des travailleurs. Il ne s'exerce pas dans l'anarchie, pour autant qu'il doit s'affirmer dans le respect des conditions posées par le Constituant à l'article 25 de notre loi fondamentale, à savoir ne pas porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre en péril l'entreprise ou les services publics essentiels. Cela signifie que le droit de grève doit s'accommoder dans sa mise en œuvre du respect de l'ordre public. Il est donc aménagé pour assurer la préservation de la sécurité publique, de la salubrité, de la santé ou encore de la tranquillité publique. Composante essentielle de notre démocratie, le droit de grève donne voix aux revendications légitimes des travailleurs. Il ne doit pas être un prétexte pour compromettre la liberté de travail et la continuité du service public. Il y a un équilibre à rechercher et à promouvoir entre, d'une part, l'intérêt général et les intérêts particuliers des professionnels, d'autre part. Il en résulte que son exercice s'effectue dans le respect des droits collectifs, notamment dans des secteurs cruciaux tels que la santé, l'éducation et la sécurité publique. Dans ce sens, le Code du travail et le statut général de la fonction publique ont prévu les conditions requises pour un exercice licite du droit de grève. La loi numéro 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires prévoit en effet des obligations telles que le préavis et le respect des services minimums qui garantissent la continuité des fonctions vitales de l'État. Le respect du bon ordre justifiera ainsi des réquisitions qui sont une limite importante mais nécessaire au droit de grève. Encadrés par des textes tels que l'article L276 du Code du travail, ces mesures administratives permettent d'assurer la continuité des services publics essentiels dans des circonstances exceptionnelles. Ces secteurs incluent non seulement les services publics administratifs, mais aussi des entreprises à vocation d'intérêt public, comme celles fournissant l'eau, l'électricité ou les transports en commun. Toutefois, il est essentiel que les réquisitions soient prises avec discernement et appliquées avec rigueur. Elles doivent respecter le principe fondamental de la proportionnalité, dans le but de préserver l'intérêt général sans compromettre la liberté syndicale ou vider le droit de grève de sa substance.